Bonjour mes chers élèves de la troisième année collégiale. Dans le cadre de l'enseignement à distance, on vous propose des chapitres de la deuxième partie. On commence par le chapitre ici, l'immunité du corps. Donc on va découvrir à partir d'une introduction qu'est-ce que ça veut dire l'immunité. Si vous voyez que nous vivons dans des environnements qui sont très riches en microbes, pathogènes surtout, mais le corps n'est pas atteint de maladies que rarement. C'est-à-dire, ici, on peut supposer, donner une hypothèse, c'est-à-dire que nos corps ont une capacité de se défendre. Et cette capacité, c'est l'immunité. Il faut donc poser des questions à propos de ce concept, l'immunité, un ensemble de questions. Vous avez ici 4 questions. On commence par les moyens de défense du corps, et puis comment le système immunitaire peut fonctionner, aussi comment peut-on aider l'immunité du corps, et puis quels sont les dysfonctionnements du système immunitaire. On commence donc par les moyens de défense du corps. Et puis pour la défense, on peut donc distinguer deux types d'immunité, l'immunité naturelle et l'immunité acquise. On commence par l'immunité naturelle, non spécifique. Donc pour cette immunité, il utilise des moyens de défense. On commence par le premier moyen, ce sont donc les barrières anatomiques qu'on va découvrir à partir de ce document. Vous savez que le corps humain possède des barrières anatomiques, la peau. Donc cette peau, elle empêche la pénétration des microbes. Dans des zones où on n'a pas de peau, mais on a ce qu'on appelle les muqueuses, par exemple dans les voies respiratoires, dans les voies digestives, les voies urinaires et les voies génitales. Ces barrières, donc, ils empêchent la pénétration des microbes et elles sécrètent des produits. Par exemple, au niveau des larmes, on peut trouver des enzymes, la salive au niveau de la bouche, donc c'est un liquide biologique qui empêche la prolifération des microbes. Au niveau des voies digestives, surtout au niveau de l'estomac, on a des sucs gastriques qui est acide, qui empêche la prolifération des microbes. Et puis la sueur est un liquide sécrété par la peau, il est aussi acide, il empêche la multiplication des microbes. Donc on parle des barrières qui sont chimiques. Donc ici, vous allez remarquer qu'on a deux types de barrières. Il y a les barrières qui sont anatomiques, physiques, et des barrières qui sont chimiques. C'est ce qu'on va voir dans la conclusion. Si on parle des deux types de barrières, physiques, comme j'ai dit, la peau, les muqueuses, des voies génitales, respiratoires, etc. Et puis les produits chimiques, biologiques, qui sont sécrétés par ces barrières. Ils contiennent donc, ils sont riches en enzymes, ils sont aussi acides, qui bloquent la multiplication des microbes. On donne des exemples, la sueur, les larmes, les urines, la salive, etc. Si par exemple les microbes pénètrent, c'est-à-dire qu'ils vont franchir ces barrières physiques, donc ici vous aurez ce qu'on appelle une réaction inflammatoire, c'est-à-dire des blessures. Donc au niveau des blessures d'une plaie, on peut remarquer qu'il y a des signes d'inflammation, une rougeur, ce niveau, et puis il y a un gonflement, une douleur, donc on va sentir des douleurs, et puis une augmentation de la température. Donc vous voyez qu'il y a 4 signes d'inflammation, le gonflement, la rougeur, la douleur, et puis l'augmentation de la température, c'est ce qu'on va expliquer après. Ici je prends une goutte de pus à partir de cette plaie, je l'observe au microscope, je vais donc remarquer qu'il y a des bactéries et des leucocytes, surtout les polynucléaires, ce qui explique qu'il y a une bataille au niveau d'une plaie entre les microbes et les polynucléaires. On va donc expliquer cette relation entre les microbes et les leucocytes polynucléaires. Donc, pour expliquer ces 4 signes d'inflammation, ici, vous voyez la pénétration d'une épingle non stérilisée, c'est-à-dire il est riche en microbes. On a déjà dit que si les microbes arrivent au niveau du corps, ils trouvent des conditions qui sont très favorables, la température 37 degrés Celsius, le dioxygène et puis les nutriments. Donc il y a une prolifération des microbes. Vous voyez ici que les polynucléaires sortent, ils traversent la paroi
des capillaires. On parle ici d'une vasodilatation, c'est-à-dire la dilatation des parois des vaisseaux, ce qui permet la sortie des polynucléaires vers les microbes. Donc ce phénomène de sortie s'appelle la diapédèse, ce qui explique un gonflement, c'est-à-dire qu'il y a une poussée de l'épiderme. Et puis cette dilatation permet donc la vision de la couleur rouge, ce qui explique la rougeur. Pour donc le troisième signe d'inflammation, c'est la douleur, elle est due à l'excitation des terminaisons nerveuses qui se trouvent à ce niveau. Pour l'augmentation de la chaleur, elle est en relation avec la sécrétion des substances, exemple les histamines. Donc vous voyez que chaque euh, signe clinique, chaque signe d'inflammation, il est expliqué par un phénomène bien déterminé. On passe donc à la conclusion qui va nous donner l'explication, la cause de chaque signe de cette inflammation, réaction inflammatoire. Le gonflement, on a dit qu'il est causé par la diapédèse des polynucléaires vers les microbes de la plaie. La chaleur causée par la sécrétion du corps sécrète donc des substances, exemple l'histamine. Et puis, il y a un ralentissement de la circulation sanguine. La douleur, il est due à la stimulation des fibres nerveuses sensitives par la sécrétion des microbes. La rougeur, il est due à la dilatation des parois des capillaires pour permettre la diapédèse des polynucléaires vers les microbes. Donc ici, on a expliqué les 4 signes de la réaction inflammatoire. Donc, la question posée lorsque les polynucléaires sortent vers les microbes, donc pourquoi? Vous voyez ici qu'il y a une relation entre le microbe et la cellule phagocyte. C'est une cellule phagocytaire et c'est un leucocyte. C'est une polynucléaire donc qui se dirige vers le microbe. Vous voyez ici qu'il y a l'accolement, c'est la première étape de la phagocytose, l'adhésion ou accoulement. Ensuite, vous voyez que le polynucléaire, elle forme ce qu'on appelle des pseudopodes. Vous les voyez ici, les pseudopodes. Donc ces pseudopodes nous donnent la formation d'une vacuole. Donc cette vacuole, c'est une vacuole digestive. Vous voyez ici qu'il y a les lysosomes qui sont riches en enzymes, qui vont donc détruire à l'intérieur de la vacuole phagocytaire le microbe. Et puis on aura la quatrième étape et la dernière, c'est le dégagement, c'est l'expulsion des débris de la bactérie digérée par cette lymphocyte, ce qu'on appelle donc l'exocytose. Donc vous voyez que la phagocytose se réalise pendant 4 étapes. Donc jusqu'à maintenant, comme résumé, vous allez voir que les moyens qui sont utilisés par l'immunité naturelle, ils sont 3. Les barrières anatomiques, qui sont 2 types, les physiques et chimiques, et puis la réaction inflammatoire, ensuite la phagocytose. Donc dans cette conclusion générale, on va donc donner les caractéristiques de cette immunité, la naturelle pourquoi? Naturelle innée, c'est-à-dire il apparaît dès la naissance chez tous les corps, donc elle est présente chez tous les corps, et non spécifique car elle est dirigée vers toutes sortes de microbes sans exception, et puis il est immédiate parce qu'il intervient immédiatement lors d'une invasion microbienne. Donc, ce sont les 3 caractéristiques de l'immunité naturelle non spécifique. Si vous allez remarquer que pour la phagocytose, s'il se fait, on a donc 3 cas possibles. Le premier cas, c'est ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire que la cellule phagocytaire a pu donc digérer le microbe, et puis il y a l'expulsion, c'est-à-dire la prolifération microbienne est arrêtée. Le deuxième cas, c'est que le microbe est à l'intérieur de la vacuole, mais il résiste à l'intérieur, c'est-à-dire il est en cas, il va se multiplier plus tard. Donc c'est l'état stationnaire, cas de dormance. Et puis la troisième étape, si par exemple le microbe il se multiplie à l'intérieur de
la cellule phagocytaire, elle va la tuer. Donc ici, on va chercher d'autres moyens. C'est l'intervention donc de l'immunité acquise spécifique. Mais ici, on va remarquer qu'il y a deux voies pour cette immunité spécifique acquise. L'immunité à médiation humorale, on va découvrir qu'est-ce que ça veut dire humorale, et puis il y a à médiation cellulaire. On commence donc par l'immunité acquise spécifique à médiation humorale. Par cet exercice intégré, c'est un texte qui décrit une expérience. Ici, ils ont injecté des globules rouges de mouton dans le corps d'une souris. Et puis ils ont remarqué qu'il y a l'augmentation des lymphocytes au niveau de la rate de cette souris, arrivée à 300 millions de lymphocytes. Mais normalement, on a uniquement 100 millions. Ce qui explique donc qu'il y a une augmentation après l'entrée des globules rouges de mouton. Donc la première question posée, c'est-à-dire que ces globules rouges de mouton, ils sont considérés comme donc qu'est-ce qu'ils représentent par rapport au corps de la souris après l'injection. Évidemment, ils représentent des corps qui sont étrangers, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas au corps de la souris, ce qu'on appelle le non-soi, c'est-à-dire les cellules qui appartiennent au corps sont dans ce qu'on appelle le soi, et puis les éléments étrangers sont appelés les non-soi. Donc ici, on va proposer une hypothèse pour expliquer l'augmentation des nombres des lymphocytes au niveau de la rate de la souris après l'injection. On a donc une hypothèse, peut-être que, donc on suppose que le nombre des lymphocytes augmente. Pourquoi? Pour faire face, peut-être pour faire face à la pénétration de ces globules rouges qui sont considérés de moutons, donc ils sont portés à partir d'un autre corps, qui sont considérés des éléments étrangers. On les appelle par la suite les antigènes. Donc pour expliquer cette relation et pour tester cette hypothèse, on a donc une expérience, ce qu'on va voir. Donc on essaie ici de rassembler les lymphocytes de la souris avec les globules rouges du mouton dans des conditions du corps, température 37 degrés. On utilise un liquide extrait du sang, c'est le sérum. Et puis on va voir qu'est-ce qui se passe après une heure. Vous allez remarquer qu'il y a ici disparition des globules rouges et vous allez remarquer qu'il y a que le lymphocyte reste sur place, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement, donc il ne réagit pas par phagocytose, mais peut-être qu'il sécrète des substances. Ces substances, donc, ils sont appelés des anticorps au niveau du sérum. Vous allez remarquer ici qu'il y a des zones de destruction de ces globules rouges de mouton. Donc l'hypothèse qu'on a émise au début, c'est-à-dire que les lymphocytes agissent sur les globules rouges, l'augmentation pourquoi? Pour faire face, évidemment, donc c'est juste, c'est-à-dire que ces lymphocytes agissent par une autre action, c'est pas par phagocytose, mais par la sécrétion des substances chimiques appelées les anticorps. Ensuite, donc ici, on va mettre une conclusion. Le corps réagit contre les éléments étrangers nommés les antigènes, sont donc le non-soi, les microbes, les cellules, les substances, par l'action des lymphocytes qui sécrètent des substances dans le sérum, sont appelés des anticorps. Donc vous voyez ici que l'élément étranger qui est appelé le non-soi, c'est l'antigène. Le corps réagit contre cet antigène par l'utilisation des lymphocytes qui sécrètent des substances dans le sérum, on les appelle les anticorps. Ensuite, on va expliquer à partir de ces analyses des résultats expérimentaux la réponse immunitaire humorale, c'est-à-dire comment la relation entre l'antigène et l'anticorps. Remarquez ici, lors d'une contamination par le bacille tétanique, remarquez que l'antigène, donc ici le bacille tétanique est considéré comme un antigène, c'est-à-dire un corps étranger, un élément étranger. Au début, vous voyez qu'il y a une augmentation. À partir de 3 jours presque, il y a l'apparition des anticorps au niveau du corps. Une fois les anticorps, la quantité des anticorps augmente, vous allez remarquer qu'il y a
une diminution de la quantité d'antigènes, ce qui explique que les anticorps neutralisent les antigènes, ils détruisent les antigènes. Donc, on parle ici d'une réaction antigène-anticorps. Il y a une autre expérience pour bien montrer comment cette voie humorale agit. Donc ici, on essaye d'analyser des expériences qui ont été faites sur des souris. L'injection de bacilles diphtériques pour une souris, ce qui aboutit à la mort. Donc ici, vous allez remarquer que l'immunité naturelle ne peut pas donc faire face à cet antigène qui est virulent, bacille diphtérique, c'est-à-dire la peau déjà a été franchie par la seringue, et puis la réaction inflammatoire ne peut pas donc, et la phagocytose aussi, ne peut pas donc bloquer ce bacille diphtérique. La deuxième expérience, on injecte du sérum d'un animal guéri de la diphtérie, on injecte ce sérum, c'est-à-dire peut-être que le sérum contient des anticorps, et puis après 2 semaines, on injecte le bacille diphtérique, le virulent bacille diphtérique qui est tué, et vous voyez donc que la souris, elle est en survie. La conclusion, c'est que ce sérum qu'on a extrait de l'animal guéri de la diphtérie contient des anticorps qui ont permis donc la neutralisation de cet antigène qui est très virulent, c'est le bacille diphtérique. La troisième expérience qu'on vous voyez ici, on essaye donc de prendre toujours le sérum mais d'un animal n'ayant jamais eu de diphtérie, c'est-à-dire non immunisé. Vous voyez ici, on injecte ce sérum et puis la même chose, comme la deuxième expérience, on injecte l'antigène de la diphtérie et donc le résultat c'est la mort, ce qui explique que le sérum d'un animal n'ayant jamais eu de diphtérie ne contient pas d'anticorps. C'est-à-dire que ces anticorps ne peuvent pas sécréter dans le corps, sauf qu'il y a une pénétration d'antigènes. C'est pour ça qu'on l'appelle acquise, c'est-à-dire que la formation de cette immunité elle est en relation avec l'entrée de l'antigène. Quatrième expérience, vous allez voir, ici on injecte le sérum d'un animal guéri de diphtérie, comme la deuxième expérience, mais on utilise dans ce cas les bacilles tétaniques. Donc le résultat c'est la mort. On va expliquer pourquoi. Donc si je compare la deuxième expérience avec la quatrième, vous allez remarquer que pour la deuxième expérience, ici on a injecté le bacille de la diphtérie, mais ici on a injecté le bacille tétanique. Mais au début on a injecté le même sérum. C'est-à-dire que le sérum qui contient les anticorps contre la diphtérie ne peut pas neutraliser le bacille tétanique. On parle ici donc de la spécificité de cette immunité. Donc à partir de ces expériences, on va découvrir les caractéristiques de cette immunité. On a dit que c'est une immunité acquise. Pourquoi? Parce qu'on peut la trouver dans le corps qu'après l'entrée de l'antigène. Et puis, elle est spécifique. Pourquoi? Parce qu'une fois les anticorps sont sécrétés, ils neutralisent un seul type d'antigène. Aussi, on parle qu'elle est humorale. Pourquoi? Parce que cette immunité, elle est dans le sérum sous forme d'anticorps qui sont dissous dans le liquide, le sérum. Donc ici, vous avez la conclusion. On va définir le système immunitaire reconnaît le soi du non-soi. Donc il différencie entre ce qui lui appartient et des corps qui sont étrangers. Ensuite, on parle ici des antigènes. Donc on nomme ces éléments qui sont étrangers, on les nomme les antigènes. Donc qu'est-ce que ça veut dire un antigène? Un antigène, généralement, c'est un élément étranger qui peut induire une réaction immunitaire. L'exemple, les microbes, les cellules, les substances. Pour le corps, donc, il réagit contre certains antigènes par la sécrétion d'une sorte de protéine, c'est-à-dire que ces anticorps sont sous forme de protéines au niveau du sérum. Ici, on peut déduire donc que cette immunité elle est acquise. Pourquoi? Parce qu'il ne se produit qu'après l'introduction de l'antigène. Elle est spécifique parce qu'il est donc les anticorps produits,
il neutralise un antigène déterminé, et puis il est humoral car il utilise des anticorps qui sont sécrétés dans le sérum par les lymphocytes de type B. Donc ici, je vais expliquer comment ces lymphocytes B sécrètent. Donc on commence par l'entrée de l'antigène. Il y a donc les lymphocytes B euh, avec leurs récepteurs membranaires. Ils peuvent donc reconnaître l'antigène entrée. Ensuite, après avoir eu assez d'informations à propos de cet antigène, ces cellules, ces lymphocytes B, se multiplient. Hein. Ils sont donc, et puis ils se différencient en deux groupes. Le premier groupe sont nommés mémoire, qui vont donc avoir cet antigène dans la mémoire. Et puis un deuxième groupe, il va se multiplier pour donner ce qu'on appelle les plasmocytes responsables de la production des anticorps. Ces anticorps vont réagir avec l'antigène que vous avez ici pour le neutraliser. Ensuite, les macrophages, comme les phagocytes, les cellules phagocytaires, vont nettoyer le corps après la formation de ce complexe antigène-anticorps. Donc, une fois, il y a donc des microbes qu'on ne peut pas convaincre par l'immunité à médiation humorale, mais on doit utiliser une autre immunité. C'est ce qu'on va voir ici, à partir de ces expériences. Vous allez remarquer que le cobaye A, témoin, on lui injecte un bacille qui cause la tuberculose, c'est le bacille du corps, le BK. Donc le résultat, c'est la mort à cause de la tuberculose. Pour la deuxième expérience, on essaye d'injecter le BCG, c'est le bacille de Calmette-Guérin. Ce n'est que le bacille de corps qui est atténué, qui a perdu sa pathogénicité, son pouvoir pathogène. On l'injecte donc, après un certain temps, on injecte ce microbe virulent, le bacille de corps, et puis le cobaye, elle reste en survie. Pour conclure, donc, la première expérience, vous voyez pourquoi la mort, parce que l'immunité naturelle que possède ce cobaye ne peut pas faire face au bacille de corps. Mais dans la deuxième expérience, c'est-à-dire que le BCG donc, a induit, a déclenché une immunité dans le corps du cobaye B. Cette immunité donc a neutralisé le bacille de corps. Donc le BCG a donc mis le cobaye B immunisé. C'est pourquoi qu'il reste en survie. La troisième expérience, on prend le cobaye B qui est immunisé, c'est-à-dire que son corps a déjà connu le BCG. J'ai dit que le BCG, ce n'est que le BK, mais atténué, qui a perdu sa virulence, mais il a la même forme. Il peut donc induire une réaction immunitaire. Donc, on cherche où réside cette réaction immunitaire. On prend le sérum comme d'habitude, croyons que le sérum contient donc cette immunité. On l'injecte au cobaye C et puis on injecte le BK, la mort. C'est-à-dire que le sérum ne contient pas une immunité contre le BK. C'est-à-dire en cas de BK, on ne peut pas traiter cette maladie par l'injection du sérum. Mais si j'utilise les cellules, comme vous voyez, les cellules extraites de ce corps, sont des lymphocytes T de type T, on les injecte et puis on injecte, comme vous voyez ici le BK, on remarque qu'il y a une survie de cobaye. La conclusion, c'est que le BK, donc pour le neutraliser, on n'a pas besoin d'anticorps, de sérum, mais on a besoin des lymphocytes T qui agissent directement sur le BK pour le neutraliser. On parle donc d'immunité à voie cellulaire. Et ces lymphocytes T, donc ils ont notre phénomène pour neutraliser, c'est ce qu'on appelle la cytotoxicité. Donc je vais expliquer ici comment la cytotoxicité neutralise le BK. Donc la neutralisation du BK ne se fait pas par la voie humorale, mais par la voie cellulaire. Les lymphocytes T, ce phénomène est appelé donc la cytotoxicité. Vous remarquez ici qu'il y a cytotoxicité, il agit contre les maladies virales,
certaines maladies virales. Vous savez que les virus ils se multiplient à l'intérieur des cellules infectées. Donc, cette cellule infectée, elle est en contact avec le lymphocyte qui va la détruire. Donc, il n'y a pas d'action à distance, mais il y a une action de contact par la cytotoxicité, par la sécrétion de ce qu'on appelle les perforines, qui perforent la, la membrane cytoplasmique de cette cellule infectée, puis elle détruit la cellule et détruit aussi les virus dedans. Donc, cette immunité à médiation humorale se fait surtout dans le cas des infections, de certaines infections virales, et dans le cas des cellules cancéreuses. Aussi dans le cas de bacilles du corps. Donc le système immunitaire agit directement par les lymphocytes qui détruisent l'antigène par la cytotoxicité. Donc on va s'arrêter ici et à la prochaine fois. Je vous remercie et à bientôt.